La découverte de cette coupe d'or, création du XIIIe siècle avant Jésus-Christ, vint récompenser au printemps de 1933 les efforts d'une équipe d'archéologues français placée sous la direction de Claude Schaffer. Celui-ci poursuivait depuis 1929 l'exploration des ruines de Ras Shamra sur le littoral syrien. La coupe fut retrouvée près d'un temple, enfouie avec une deuxième coupe dans les décombres de la cité, détruite vers la fin du XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Ces deux chefs-d'œuvre d'orfèvrerie ont été partagés entre le musée du Louvre et le musée national d'Alep en vertu de la loi sur les antiquités en vigueur à l'époque en Syrie. La fouille de la ville antique ensevelie sous Ras Shamra a dévoilé tout un pan de l'histoire du Proche-Orient. On n'en connaissait alors que les antiquités mises au jour beaucoup plus loin vers l'est, sur les sites de Mésopotamie. Là avait été révélée au monde occidental la civilisation de Sumer et la gloire de l'Empire assyrien grâce à l'arrivée au Louvre des monuments de Khorsabad en 1847. À l'issue de la Première Guerre, un service des antiquités fut créé en Syrie. C'est ainsi que nombre de trouvailles fortuites furent désormais signalées aux autorités, conduisant à la découverte de cités antiques comme Mari sur l'Euphrate ou Ras Shamra sur la côte méditerranéenne. Près du village moderne de Ras Shamra, un tel ou colline artificielle constituée par l'accumulation des débris successifs de construction signalait la présence de ruines recouvertes de terre. Les travaux de fouilles amenèrent la découverte d'inscriptions enfouies dans les murs effondrés. Elles ont permis d'identifier le tel avec la capitale de l'antique royaume d'Ougarit. Ces inscriptions étaient apposées sur des tablettes d'argile portant des signes dits cunéiformes. Les découvertes antérieures en Mésopotamie permettaient déjà de les déchiffrer. Mais un certain nombre de ces tablettes présentaient une écriture alors inconnue, composée de 30 signes. Grâce à cette dédicace sur une herminette en bronze, une équipe de savants, dont l'allemand Boer et le français Charles Virolo, parvint en quelques mois à décrypter cet alphabet, un des ancêtres de l'alphabet phénicien. Quelques tablettes de petite taille présentent la liste des signes ou abécédaires dans le même ordre que celui des alphabets phéniciens, hébreux ou arabes. La moisson d'inscriptions récoltées, près de 10 000, comportait des textes économiques, diplomatiques, littéraires, religieux. Elle faisait désormais remonter au 2e millénaire les témoignages de la culture intellectuelle du Levant, jusqu'alors entreaperçus grâce à des sources d'informations plus tardives, comme la Bible ou les historiens grecs. Les preuves d'une civilisation matérielle éclatante se multipliaient sous la pioche des fouilleurs. Temples, où se trouvaient des images de culte, comme ce juvénile et athlétique dieu brandissant le foudre. Baal, divinité la plus populaire de Ras Shamra. C'est à lui qu'étaient consacrées les 2 coupes d'orfèvrerie. Forteresse avec sa poterne, quartier résidentiel, palais occupant près d'1 hectare, avait laissé des restes imposants. La maçonnerie raffinée employait pierres de taille et colombages de bois. Chaque demeure avait sa tombe, vaste caveau familial, ménagé sous le sol de la maison. Les tombes ont livré un mobilier souvent intact, éloquent souvenir de la prospérité des habitants de la ville et de leur goût cosmopolite. On emportait dans l'au-delà des objets de toilette, comme ces boîtes à phares en ivoire, de forme ronde et décorées d'une tête de canard. Elles sont d'inspiration mi-orientale, mi-égyptienne. Les flacons précieux en faïence polychrome, à l'image d'un masque féminin fardé, peut-être
la déesse de la fertilité, sont comparables à des créations crétoises. On emportait aussi dans l'au-delà des bijoux. Toutes ces œuvres d'art, comme les inscriptions retrouvées à Ugarit, permettent de ressusciter une cité de riches marchands, hardis navigateurs, amateurs de raffinement. Les deux coupes d'or en offrent de parfaits témoignages. En apparence différentes, elles sont de techniques très proches. Même décors repoussés au petit marteau sur une matrice de bois ou de métal, repris au burin et gravés, même organisation de la composition en registres concentriques, même inspiration animalière. La coupe du Louvre, de forme cylindrique, présente une série de registres concentriques repoussés de l'extérieur vers l'intérieur. Au milieu, une frise d'animaux passants. On rencontre ici l'emprunt fait à une forme d'art prédominante dans l'Orient ancien, celui de la gravure sur cylindre sceau. Ces petits cylindres étaient façonnés en pierre ou en faïence. Les scribes les portaient sur eux par une monture en métal précieux. Ils étaient destinés à être déroulés dans les scellements d'argile encore molles pour laisser la marque du responsable de transaction. On en retrouve ainsi sur des fermetures de portes, de coffres, des bouchons de jarres à provisions, des tablettes inscrites. Le déroulement du cylindre dans l'argile produisait la répétition en frise de motifs continus. L'un des plus fréquents en Syrie montre des animaux de part et d'autre d'un arbre sacré, souvent imités dans d'autres formes d'artisanat. L'orfèvre d'Ugarit a fui les effets de surenchère décorative, laissant libre le champ derrière les animaux. La musculature est traduite plus par des volumes que par des traits gravés. Dans la grande scène du registre principal, l'espace où se déroule une chasse est évoqué par un fond uni. Un chasseur tire à l'arc depuis son char lancé au galop de ses 2 chevaux. Le deuxième cheval est presque entièrement caché par le premier, seul son œil et une patte dépassent. Derrière le chasseur court son chien. Les animaux affolés s'enfuient devant le char. Ce sont des capridés et des taureaux, montrés comme en vol, selon une tradition du galop souvent utilisée par les artistes du Levant et du monde égéen à cette époque. Du fait du champ circulaire de la scène, le premier animal en tête de la course se retrouve juste derrière le char. L'artiste a su tirer parti de cette nécessité pour renforcer le réalisme de l'anecdote en le montrant tête baissée, chargeant son ennemi. Le chasseur en char bande son arc. Il a tiré des flèches de son carquois, fixées à son dos par des courroies croisées sur sa poitrine. Son torse est nu au-dessus d'un pagne, son profil un peu camus, sa barbe en pointe le désigne comme un oriental. En Égypte, comme au Proche-Orient, la chasse à l'arc ou à la pique, représentée sur de nombreux objets de luxe, apparaît comme un divertissement princier et surtout royal.
Ce vase de faïence, provenant de Kition à Chypre, en fournit un exemple contemporain au XIIIe siècle. Derrière l'anecdote s'abrite l'exaltation des vertus du roi, de son courage et de son adresse à la chasse, de sa fortune à la guerre où il apparaît toujours vainqueur. Le double thème du roi chasseur et du roi guerrier revient souvent en parallèle dans l'art de l'Orient depuis ses origines sumériennes. La coupe jumelle, aujourd'hui à Alep, devait être regardée de l'extérieur. Sa forme est celle d'une calotte de sphère. Le centre est occupé par une rosette entourée d'animaux antithétiques disposés de part et d'autre d'un motif végétal emprunté à l'art des sauts-cylindres. La deuxième frise porte un défilé de lions et de taureaux chargeants dans un détail que l'on comparera à celui de la première coupe. Du bord supérieur du registre pendent des rangs de grenades. Ce fruit a été souvent chargé d'une valeur symbolique, probablement parce que ses très nombreuses graines évoquent des notions d'abondance et de fertilité. Ainsi, dans le temple de Salomon, à Jérusalem, les colonnes étaient-elles relayées par des chapelets de grenades. On retrouve la même valeur religieuse sur un tripode en bronze provenant d'un sanctuaire d'Ougarit. L'image de la grenade, fréquente à Ougarit, montre que la scène de la coupe d'orfèvrerie se passe hors du monde réel. La frise extérieure porte une série de courtes scènes de combat, séparées par des motifs végétaux. Dans un corps à corps mythique, s'affrontent des lions et des taureaux, des héros maîtrisant des lions qui s'en prenaient à de paisibles capridés. Des sphinx, des lions ailés complètent l'atmosphère fantastique. Les coupes d'Ougarit sont les prototypes d'une longue lignée de coupes comparables, créées entre le IXe et le VIIIe siècle sur la côte syro-phénicienne. Comme plus tard leurs descendantes, elles exaltent le rôle pacificateur et ordonnateur du héros, ancêtre royal. La découverte de cette coupe d'or, la fouille de la ville antique ensevelie sous Rachamra, a dévoilé tout un pan de l'histoire du Proche-Orient. On n'en connaissait alors que les antiquités mises au jour beaucoup plus loin vers l'est, sur les sites de Mésopotamie. Là, avait été révélée au monde occidental la civilisation de Sumer et la gloire de l'Empire assyrien grâce à l'arrivée au Louvre des monuments de Khorsabad en 1847. À l'issue de la Première Guerre, un service des antiquités fut créé en Syrie. C'est ainsi que nombre de trouvailles fortuites furent désormais signalées aux autorités, conduisant à la découverte de cités antiques comme Mari sur l'Euphrate ou Rachamra sur la côte méditerranéenne. Création du XIIIe siècle avant Jésus-Christ, vint récompenser au printemps de 1933 les efforts d'une équipe d'archéologues français placée sous la direction de Claude Schaffer. Celui-ci poursuivait depuis 1929 l'exploration des ruines de Rachamra sur le littoral syrien. La coupe fut retrouvée près d'un temple, enfouie avec une deuxième coupe dans les décombres de la cité, détruite vers la fin du XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Ces deux chefs-d'œuvre d'orfèvrerie ont été partagés entre le musée du Louvre et le musée national d'Alep en vertu de la loi sur les antiquités en vigueur à l'époque en Syrie.